Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page 1. Dernier de la deuxième session ordinaire dite budgétaire de l'Assemblée nationale. Retour sur les faits ayant marqué cette session dans ce journal. Aujourd'hui, 1er décembre 2014, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. Le thème retenu est testé et traité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information de la télévision Dunia. Coup de projecteur donc sur les faits ayant marqué les travaux à l'Assemblée nationale. Des faits qui, vous le savez bien, ont étonné le commun des Nigériens. Friction, insultes. C'est ce spectacle qu'offraient les députés nationaux aux citoyens pour un rien. Mais à qui la faute, la majorité parlementaire ou l'opposition? Découvrons-le dans cet édito de Youssouf Omar. L'Assemblée nationale est devenue un lieu de pugilat. Ce n'est pas parce que les débats ne sont pas importants, pas non plus qu'il manque de tribuns, mais simplement pour divertir. Certes, il est bon qu'il y ait des divergences d'idées dans l'hémicycle, et c'est d'ailleurs le lieu indiqué. Mais malheureusement, certains députés ont adopté des tactiques derrière lesquelles se cache une stratégie politique pour perturber ou bloquer les travaux de l'Assemblée nationale. Voilà. Ok, moi je sais Mais pourquoi ce remue-ménage? L'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale pour l'opposition, le fait du dépôt de la candidature d'Amadou Salifou par un notaire n'est pas légal, qu'il se fait en violation de la Constitution. Pourtant, aucun texte ne l'interdit, pas même le règlement intérieur de l'Assemblée. Il y a un vide juridique. Alors, pour bloquer les travaux, les députés s'engagent dans un cafouillis indescriptible. Finalement, on passe aux élections. Nombre de voix pour bulletin orange, c'est-à-dire la candidature de M. Amadou Salifou, 71. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime. Et je demande à Dieu, le miséricordieux, le maître absolu de l'univers, de m'accompagner et de faire en sorte que je ne déçois pas ceux qui m'ont élu et ceux qui ont fait de moi ce que je suis. Non content de l'élection d'Amadou Salifou, l'opposition déroule sa nouvelle stratégie. Le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement de Birji Rafini. Les enchères dans l'hémicycle montaient au fur et à mesure que l'on avançait dans les débats. C'est la voie aux attaques personnelles et à la délation. Comprendre que vous dites que toutes les décisions de justice sont respectées par votre gouvernement. Alors même que deux de vos ministres assis devant vous là-bas ont refusé de respecter une décision de justice. C'est très bien fait pour eux. C'est très bien fait pour l'opposition. Moi, à leur place, je ne veux pas provoquer ce déballage. Parce que ça fait honte pour un régime, en tout cas, qui n'avait rien fait à son temps. Malgré les attaques qui fusent du côté de l'opposition, le Targui d'Iferouane, tel le Mongreboun, était imperturbable. Avec un calme olympien, le Premier ministre répondra à ses interlocuteurs.
Nous ferons tout pour rester au service du peuple nigérien. Et nous allons maintenir ce cap, Inch'Allah. Et comme on dit, la caravane va poursuivre son chemin imperturbablement. Le vote est engagé. Le premier round sera repris car il y a eu plus d'enveloppes que de votants. Alors, on rebelote. Cette fois, les urnes parleront normalement. Le Premier ministre Béji Rafini recueille 76 voix. Il bat son record de la première motion. 5 voix de plus, des voix qui viennent de l'opposition. Certains députés de l'opposition lâchent leurs collègues certainement, las de ces motions de censure où on rabâche les mêmes choses. Fait curieux, ceux-là même qui ont déposé la motion font la politique de la chaise vide. Mais 5 d'entre eux ont eu le courage de rester pour voter contre la motion. Une attitude révélatrice de la prétendue cohésion dans le camp de l'opposition. Après l'échec de la motion de censure, c'est le débat relatif au budget. Là aussi, après des propos amers, on passe au vote. La surprise sera de taille. Cette fois, 82 députés optent pour le budget. La joie du grand argentier du Niger est grande. Je voudrais vous assurer que les recommandations, les commentaires, les critiques objectives seront prises en compte. Avec le résultat de ce vote, tout laisse à croire que plus d'une dizaine de députés sont lassés des jérémiades de leurs collègues pour regarder la vérité en face. 3 leçons sont à tirer de cette session de l'Assemblée nationale. La défense de la légalité, le respect d'une éthique, le respect de l'opinion de l'autre. Défendre une loi, une procédure est un exercice courant dans un endroit où la matière première demeure l'examen et l'adoption des lois. Mais quoi de plus normal qu'il y ait quelques frictions entre parlementaires et qu'il y ait plusieurs sons de cloche. C'est légitime, c'est souhaitable. L'opposition voulut donner une autre tournure à cet exercice combien noble. Les urnes ont montré que certains ont refusé de s'adonner à ce jeu parfois périlleux et des propos sans retenue de certains de leurs collègues. Certes, nous sommes dans l'arène politique et c'est de bonne guerre d'user de la rhétorique pour convaincre son adversaire. Cependant, même en politique, il y a des règles et une éthique à observer. Le respect de l'opinion de l'autre, mais les représentants du peuple doivent arrêter le spectacle qu'ils offrent au public dans l'hémicycle. Les représentants du peuple doivent défendre ou perdre avec honneur et dignité, en voulant troubler la sérénité au sein de l'Assemblée par leur comportement. Certains députés donnent l'impression d'un simple orgueil, d'une énergie du désespoir. Ce n'est pas le durcissement d'une position qui peut changer la donne. Seuls les arguments solides peuvent convaincre, car on ne peut noyauter la vérité qui crève les yeux. Telle semble être la réalité aujourd'hui sur le comportement de certains de nos parlementaires. Reconnaissons tout de même que la mutation du Niger vers le progrès par des méthodes démocratiques est indéniable. Aujourd'hui, 1er décembre 2014, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème de cette année est testé et traité. Au Niger, la cérémonie officielle de lancement de la campagne 2014 a eu lieu à Tillabéri et c'est la première dame Aïssata Issoufou, marraine de la lutte contre le sida au Niger, qui a lancé cette campagne en présence des membres du gouvernement et une population du Tillabéri sortie nombreuse. Quels sont alors les objectifs de l'édition 2014? Isdor Banaba et Issa Hassan pour plus de détails. Pour l'édition 2014 de la campagne de lutte contre le VIH-Sida, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de mettre l'accent sur la recherche active de nouvelles infections
à travers une stratégie intitulée « Tester et traiter ». Cette campagne, lancée officiellement par la marraine de la lutte contre le sida au Niger, devrait permettre à l'État du Niger et ses partenaires de détecter et de mettre aussitôt sous traitement toute personne vivant avec le sida afin d'éradiquer cette pandémie d'ici 2020. Pour cela, le nouvel ensemble de cibles qu'il faudrait atteindre d'ici 2020 comprend la réalisation des 3,90, c'est-à-dire 90, 90, 90. Il s'agit de 90% des personnes vivant avec le VIH connaissant leur sérologie, 90% des personnes conscientes de leur séropositivité ont accès au traitement et 90% des personnes sous traitement atteignent des niveaux de VIH indétectables dans leur organisme. Ce sont des défis réels, mais nous sommes confiants que le Niger peut espérer atteindre cet objectif des 3,90 si l'engagement politique des autorités au plus haut niveau se maintient. L'engagement politique des autorités nigériennes dans le cadre de la lutte contre le sida a jusque-là fait ses preuves, puisque le Niger est en passe d'atteindre l'objectif numéro 6 des OMD. En effet, le taux de séroprévalence est passé de 0,7% en 2006 à 0,4% en 2012, avec une réduction drastique des nouvelles infections. Malgré ces avancées significatives, la marraine de la lutte contre le sida au Niger appelle les autorités et les partenaires à redoubler d'efforts. Malgré cette avancée significative, il reste encore des défis qui ne sont pas hors de notre portée. Il s'agit principalement de la situation du VIH chez les femmes et les enfants, particulièrement de la prise en charge des enfants issus des parents séropositifs ou de sérieux problèmes persistent et freinent l'accès aux soins à ces enfants qui ont pourtant droit aux soins et donc à la vie. Je suis particulièrement préoccupée de voir que beaucoup de nos sœurs enceintes n'ont pas encore accès au traitement dont elles ont besoin pour protéger leurs enfants à l'infection de l'infection à VIH. À cela s'ajoute un nombre important de perdus de vue de l'infime partie de ces femmes et enfants qui arrivent à démarrer le traitement. Les défis à relever restent donc énormes, mais l'État du Niger en a conscience, car selon le ministre de la Santé publique, plusieurs mesures visant à faciliter l'accès aux soins sont déjà prises. L'octroi des activités génératrices de revenus aux personnes vivant avec le VIH. L'adoption d'une loi relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH pour lutter efficacement contre la stigmatisation, la discrimination des personnes infectées et affectées par ce fléau. En Afrique, c'est plus de 25 millions de personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Et le milieu carcéral enregistre le taux de séroprévalence le plus élevé au Niger. La campagne 2014 de lutte contre le sida mettra un accent particulier sur les détenus et les professionnels du sexe. La première dame a, en marge de la cérémonie, fait don aux détenus de la maison d'arrêt de Tillabéri. Et d'ailleurs, c'est dans la maison d'arrêt que la campagne proprement dite a été lancée. Isdor Banaba et Issa Hassan. Un milieu carcéral pour lancer officiellement la campagne nationale de lutte contre le sida. Un fait inhabituel qui s'explique pourtant. D'abord, le taux de séroprévalence dans ces milieux dépasse largement la moyenne nationale. Deuxièmement, c'est dans ces milieux que de nouvelles infections peuvent apparaître. La marraine de la lutte contre le sida au Niger va plus loin. Elle offre des vivres, des kits médicaux, des nattes et des pains aux détenus de la maison d'arrêt de Tillabéri. Une action favorablement accueillie par le ministre de la Justice, garde des Sceaux.
les détenus ont tous leurs droits, sauf celui d'aller et venir. C'est pour cela, Madame la coordinatrice, nous allons ensemble trouver tous les mécanismes et nous nous engageons à faire baisser le taux dans ces lieux parce que nous allons effectivement amener chacun, par la sensibilisation, les conseils à se faire dépister et à prendre effectivement les soins qui leur sont gratuitement proposés. Par ces gestes, la marraine donne le ton. La campagne 2014 mettra l'accent sur les couches sociales comme les professionnels du sexe, mais aussi les détenus. Comme les différentes études l'ont montré, l'épidémie reste toujours concentrée auprès de certains groupes socio-professionnels comme les détenus, les migrants, les femmes enceintes et bien d'autres. Ainsi donc, l'ensemble des 38 centres de détention du Niger seront concernés par cette campagne, ce qui permettra de proposer près de 9000 tests à cette population et espérer détecter tous les cas de VIH pour le démarrage du traitement sous ARV. Dans la maison d'arrêt de Tillabéri, l'équipe chargée de dépister les détenus est déjà sur place. Comme quoi, la campagne testée et traitée promet d'être un succès. Nous l'annoncions hier dans notre édition de 20h, cette soirée de gala organisée au Palais des Congrès de Niamey par le ministère de la Communication à l'occasion de la Journée nationale de la liberté de la presse. Soirée de gala couplée avec une remise de prix aux candidats qui se sont distingués au concours meilleure œuvre journalistique publiée ou diffusée entre le 1er janvier et le 30 septembre 2014. Compte rendu Youssouf Omar et Soumaïla Dandi. Bâillonnement et musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, c'est de tout cela que je n'ai rien compris. Bâillonnement et musulman, bâillonnement et musulman, bâillonnement, musulman, arrestation, oppression. C'est parce qu'ils ont fait preuve de professionnalisme en suivant les règles d'éthique et de la déontologie du métier de la presse que les œuvres journalistiques de ces femmes et hommes des médias ont été jugées parfaites par le jury dans la catégorie presse écrite. Zaber Moussa du Sahel dimanche rafle le premier prix de 2 millions de francs CFA. Moussa Aksar du journal L'événement réussit à occuper la deuxième place avec 1 500 000 francs CFA. Le troisième de sa catégorie, toujours du Sahel dimanche, lui gagne 1 million de francs CFA. Les mêmes prix ont été gagnés par les premiers, deuxième et troisième des catégories radio et télévision, par ordre de mérite pour la catégorie radio. Salifou Dandakoy de Dalol FM Baleyara, Souley Marafa de la radio Ténéré, Fatih Oumarou de Dalol FM de Douchi. Pour la télévision, Nadia Maman de Ténéré, première. Notre collègue de Dounia, Grand B pour les fans, Boubacar Manoumi pour les intimes, est deuxième. SMB, Souley Moumouni Barma de la télévision Labari, troisième. Après divulgation des résultats, les lauréats nous expriment leur joie. Je suis très heureuse d'occuper la première place. Et nous mettons cette victoire à l'actif de notre directrice générale qui, avec son esprit de compétitivité, de professionnalisme, elle nous transmet ça et nous essayons de faire de notre mieux pour rester toujours dans la déontologie du métier. Je suis très heureux d'autant que je suis le premier et de la première édition en presse écrite. Je suis profondément ému et je ne peux que remercier les initiateurs de cette journée nationale de la liberté de la presse au Niger. Et je dirais Dieu merci. Je suis vraiment très content. Et puis très content aussi. Comme déjà, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Et les gens qui ne connaissent pas assez notre radio. Et grâce à cette édition, et les échos vont très loin. Et leurs images, les gens vont les capter. Je dirais Dieu merci.
Hormis la remise des prix, un spectacle a été offert par plusieurs artistes. Une remise de témoignages de satisfaction aux personnes qui ont milité pour la cause des journalistes a marqué la fin des festivités de la première édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Rendez-vous est pris le 30 novembre 2015 pour la célébration de la deuxième édition. Hier, par consensus, la Canadienne Michelle Jean a été élue au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Elle succède ainsi au Sénégalais Abdou Diouf, qui était à ce poste depuis 2002. Les acteurs de la société civile nigérienne donnent leur avis par rapport à l'élection de Michelle Jean à ce poste. L'élection qu'on a justement par rapport à cette élection, dans un premier instant, d'abord, c'est de constater que effectivement une non-africaine a été promise à ce poste. Vous le savez bien que la francophonie n'est pas la France-Afrique, donc c'est quelque chose de normal qu'une non-africaine puisse accéder à ces postes, puisque provenant en tout cas d'une région, n'est-ce pas, française et d'originaire d'un pays français, puisqu'elle est d'origine haïtienne. Et ce qui nous satisfait ou qui nous intéresse aussi, c'est également le fait qu'elle soit une femme, de façon exceptionnelle, et qu'une femme soit promise à ces postes. L'autre élément aussi, ma foi, vous avez constaté que effectivement cette femme provient d'un pays non africain pour la première fois, puisque vous savez bien que pendant 20 ans, l'Afrique a monopolisé ce poste. Il y avait d'abord Boutros qui a fait 2 mandats et Abdou Diouf en a fait 3 avec la possibilité de même faire un 4e mandat. Donc je pense bien que l'Afrique a eu la part belle et que ce n'est pas mauvais que cette place soit cédée à une non-africaine pour que effectivement la francophonie puisse faire la promotion, n'est-ce pas, donc d'une organisation, je dirais, à l'échelle internationale, sur le plan, n'est-ce pas, donc de la planète Terre. Mais l'autre constat, malheureusement, c'est celui de constater ces multiples candidatures, n'est-ce pas, donc des pays africains. Donc, une fois encore, ça montre à quel point l'Afrique continue à être divisée et n'est pas capable de s'unir et de se reconnaître à travers une ou 2 candidatures qui pouvaient valablement et donc concurrencer la candidature de Jean-Michel. Aujourd'hui, nous allons, comme on l'a dit, essayer de voir ce qu'elle pourrait faire en tant que secrétaire général à la tête de cette organisation. C'est vrai que sa mission est encore plus intéressante pour nous puisque elle va s'occuper, n'est-ce pas, de la thématique qui tourne autour de la jeunesse, de la femme, donc de la société civile de façon générale. Et comme étant une femme, elle aura beaucoup de chantiers à abattre et nous souhaitons que cette mission soit réussie. C'est la première fois qu'une femme devient secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Et elle n'a pas mauvaise réputation, elle a plutôt bonne réputation. Elle a été gouverneure générale du Canada, donc représentante de la reine d'Angleterre. Et aujourd'hui, elle est secrétaire générale de la francophonie par consensus. Je pense que c'est bien. C'est bien vraiment que les chefs d'État finalement s'entendent autour de sa candidature. C'est bien aussi que ça ne soit pas l'Afrique, parce que le fait que ce soit des Africains, ça fait un peu de diversion aussi sur la nature réelle de cette organisation-là. On a même intérêt à faire en sorte que les langues africaines émergent et s'imposent dans le concert international comme des langues d'échange aussi. Bon, pour le moment, il n'y a qu'une seule langue africaine qui s'impose,
plus ou moins, mais cette langue aussi, c'est parce qu'elle n'est pas seulement africaine, elle est aussi asiatique, c'est l'arabe. À part l'arabe, il n'y a aucune langue africaine qui a cours dans les instances internationales. Michel Jean vient donc de succéder au président Abdou Diouf au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste, qui est Michel Jean. Son portrait est signé Rachida Altini. Elle était l'une des favoris à cette course pour l'élection du nouveau secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Marie-Michel Jean est née le 6 septembre 1957 à Port-au-Prince, en Haïti. Son père Jean quitte Haïti en 1968 avec sa famille à cause du régime dictatorial Duvalier pour s'installer au Canada, où, à force de persévérance et de détermination, sa fille Marie-Michel Jean se construit une belle carrière. Devenue successivement journaliste puis animatrice à la télévision avant d'être gouverneure générale du Canada en septembre 2005, poste qu'elle occupe jusqu'en 2010. Elle devient la première personne noire à obtenir ce poste, la troisième femme après Jeanne Sauvé et Adrienne Clarkson, la quatrième plus jeune journaliste à y accéder. Après un baccalauréat en langue et littérature hispanique et italienne, elle obtient une maîtrise en littérature comparée à l'Université de Montréal. La nouvelle secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, s'exprime dans 5 langues, notamment le français, l'anglais, l'italien, le créole et le haïtien. Michel Jean a beaucoup œuvré en faveur de la cause des femmes. Militante chevronnée dans un groupe qui aide les femmes victimes de violences conjugales. Elle est repérée par Radio-Canada grâce à un documentaire produit par l'Organisation nationale francophone qui l'embauche en 1998. Lorsqu'elle quitte le poste de gouverneur en 2010, elle est nommée en avril 2011 par Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, au poste de grand témoin de la francophonie pour les Jeux olympiques d'été de 2012 qui se sont déroulés à Londres. Elle est ainsi chargée de promouvoir la langue française et de s'assurer que celle-ci y est bien employée comme langue officielle avec l'anglais. En 2014, elle postule comme candidate à la succession d'Abdou Diouf. Incarnant la diversité, Michel Jean se dit très proche des couches sociales. Elle compte mener une politique de proximité dans sa nouvelle mission et axer sa vision vers les nouvelles forces économiques émergentes, comme l'Asie, qui se tourne de plus en plus vers les marchés francophones émergents de l'Afrique. Volet politique de ce journal, les rideaux sont tombés sur les travaux du 8e congrès ordinaire du MNSD Nasara. 2 jours durant, les participants venus des 8 régions du pays et même de l'extérieur se sont penchés sur les différents mots qui minent le parti. Ils ont également procédé au toilettage des tests fondamentaux du parti. À l'issue des travaux, les congressistes ont porté leur confiance en la personne de Albadé Abouba pour présider aux destinées du parti. Moudi Moussa et Issa Hassan. Tout est bien qui finit bien. C'est du reste la conclusion qu'il convient de tirer au sortir du 8e congrès ordinaire du Mouvement national pour la société de développement, le MNSD Nasara. Des travaux clos sur une note de satisfaction générale des congressistes dont la participation active au débat a permis de jeter définitivement les bases pour une consolidation des idéaux du parti, mais surtout d'atteindre les nobles objectifs assignés aux assises de ce 8e congrès. Une instance qui a notamment eu pour mérite de permettre le renouvellement de l'équipe dirigeante du parti. Sans surprise, c'est Albadé Abouba qui fut plébiscité à la tête du MNSD Nasara. Il sera épaulé dans cette lourde tâche par Wassalke Boukari, élu vice-président et d'une équipe dynamique justifiant d'une expérience politique avérée. Nous sommes particulièrement très fiers de constater que les difficultés internes sont à présent derrière nous. Le MNSD Nasara a retrouvé toute sa cohésion, toute sa sérénité pour constituer cet ensemble convivial doté d'une responsabilité qui a éveillé et revigoré une conscience militante. Face à cela, il nous faut réaffirmer la force de nos textes fondamentaux,
la philosophie ainsi que les valeurs qui permettent de rebâtir le MNSD Nassara. Rien ne sera plus comme avant, prévient le président nouvellement élu du MNSD Nassara. Pour Albadé Abouba, l'heure a plus que jamais sonné pour relever les défis et insuffler un dynamisme nouveau capable de faire retrouver au MNSD Nassara ses lettres de noblesse. Je suis d'autant plus honoré que le MNSD Nassara doit relever le défi d'insuffler une nouvelle dynamique, de promouvoir une action de rénovation et de modernisation qui commande le rassemblement de toutes les militantes et de tous les militants en vue d'un contrat de confiance entre les bases et les responsables des structures et organes qui sont chargés de les animer. Dans cette perspective, le recours systématique à la consultation, à la concertation et à la participation nous permettra de mieux débattre entre nous des maux qui minent le parti. Déjà, grâce à ce cadre propice, nous avons tous pu prendre le temps d'échanger et de penser sur la vie de nos sections afin de réussir leur ancrage à la dynamique des mutations des contextes national et international. Plusieurs résolutions et autres motions ont par ailleurs été adoptées, dont les plus importantes restent, entre autres. 1. Décide de la création du poste de vice-président national. 2. Décide de pourvoir directement au poste de vice-président national. Fait à Niamey le 30 novembre 2014, le Congrès. Décide que 1. Toutes les mesures d'exclusion et ou de suspension prises par le Bureau politique national du MNSD Nassara depuis le 1er janvier 2014 à l'encontre de certains militants du parti sont nulles et de nul effet. Donne mandat au Bureau politique national de suivre l'exécution de cette résolution. Fait à Niamey le 30 novembre 2014, le Congrès. Déclare nul et de nul effet les renouvellements des structures et organes non conformes aux textes fondamentaux du parti et non agréés par les présentes assises. Demande au Bureau politique national de suivre l'exécution de la présente résolution et la bonne application des textes fondamentaux du parti. Fait à Niamey le 30 novembre 2014, le Congrès. Réaffirme la décision du Bureau politique national du 25 juillet 2013, validée par les militants à la base, d'accompagner son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, dans la mise en œuvre du programme commun du gouvernement. Réitère l'engagement pris au nom du MNSD Nassara de participer au gouvernement d'union nationale afin de garantir la paix, la stabilité politique et institutionnelle au Niger. Décide de commanditer un audit de gestion du parti sur la période 2009-2014. Fait à Niamey le 30 novembre 2014, le Congrès. Constate l'absence de l'ancien président du MNSD Nassara, M. Seni Oumarou, aux assises du 8e Congrès qu'il a lui-même convoqué. 2. Décide de l'exclusion du MNSD Nassara de M. Seni Oumarou pour haute trahison des idéaux du parti et de violation répétitive des textes fondamentaux du MNSD Nassara. Fait à Niamey le 30 novembre 2014, le Congrès. La nouvelle direction du parti MNSD Nassara aura ainsi la lourde et exaltante mission de mettre en application l'ensemble des résolutions adoptées à l'issue de ces présentes assises. Des assises à travers lesquelles le parti entend retrouver sa position de première et plus importante formation de l'échiquier politique national. Les femmes Pendes Tarea de la section de Zender ont organisé un meeting de soutien
aux actions de développement du président de la République. Moussa Adamou Garba et Mahaman Rabiou Seydou pour le compte rendu. C'est le quartier Healing Amadou Dunguza qui a servi de cadre pour ce grand meeting. Ainsi donc, après les jeunes, c'est au tour des femmes Taraya de manifester tout leur soutien au président de la République. Réunies autour de Madame Maïga Hawa, elles étaient plusieurs centaines de femmes à répondre à ce grand meeting. Parmi les invités, on note également la présence des différents responsables du PNDS à tous les niveaux. Les femmes ont donc tenu à saluer les actions du développement du président de la République à travers le programme de renaissance. Mesdames et messieurs, l'objectif principal de ce présent meeting est d'apporter mon soutien inconditionnel et sans réserve au président de la République, Elhadji Mahamadou Issoufou, au gouvernement de la 7e République et au programme de la renaissance du Niger. À cet effet, j'encourage le chef de l'État et le gouvernement à poursuivre dans cette voie salutaire pour un Niger émergent, uni, prospère, solidaire et épris de paix et de justice. Par la même occasion, j'invite toutes les femmes, tous les jeunes et l'ensemble des Nigériens soucieux de l'avenir et du devenir du Niger à soutenir et à accompagner le président de la République dans toutes les actions qu'il est en train d'entreprendre en faveur du développement de notre pays. Qu'Allah le Tout-Puissant fasse descendre sa miséricorde et sa bénédiction sur notre cher Niger. Que tous les fils de la nation se retrouvent pour bâtir un Niger prospère. Les idées sont de se tromper que la région des Anders épouse parfaitement le programme de renaissance du président de la République, Mahamadou Issoufou. Et de plus en plus, le parti enregistre de nouveaux adhérents. Restons toujours à Zender où CARE International a organisé vendredi dernier une cérémonie pour célébrer les 40 ans de l'organisation au Niger. Retrouvons Moussa Adam Garba et Mahaman Rabiou Seydou pour le compte rendu. Année au service du Niger, CARE International apparaît aujourd'hui comme l'un des projets les plus imposants et actifs au Niger. La présente cérémonie consacre la célébration des 40 ans de CARE International dans notre pays. L'occasion pour les responsables de l'organisation d'édifier les invités sur les activités de CARE International. CARE est une organisation internationale laïque, apolitique et à but non lucratif. Elle a pour mission d'apporter son soutien aux individus, aux familles et aux communautés les plus vulnérables. Notre diversité, nos ressources et notre expérience font notre force. Nous plaidons et agissons pour la responsabilisation individuelle et collective. Nous mettons notre professionnalisme au service du changement durable pour renforcer les capacités d'autonomie, créer les opportunités économiques, apporter de l'aide en situation d'urgence, contribuer aux prises de décisions stratégiques à tous les niveaux et combattre la discrimination sous toutes ses formes. En procédant au lancement officiel de cette cérémonie, le secrétaire général adjoint a, au nom du gouverneur de la région, félicité CARE International pour ses innombrables interventions aux côtés des populations rurales. Et le peuple nigérien a démarré 40 ans d'intenses efforts pour sauver des vies, réduire la vulnérabilité des populations face aux catastrophes, faire le lien entre réponse à l'urgence, reconstruction et action de développement. Mesdames et messieurs, durant cette période, CARE a connu une évolution de l'approche de mise en œuvre de ces programmes afin de s'adapter au contexte socio-économique du Niger. Cette cérémonie d'anniversaire a permis également aux anciens agents de l'organisation de se retrouver entre eux. Des bons vieux souvenirs existent encore. Durant mon parcours à CARE, ce que je retiens, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est une certaine fierté que j'ai d'avoir travaillé, d'avoir appartenu un moment
et d'appartenir aujourd'hui encore, je me sens encore de cœur à cette organisation pour bien de raisons. Une des raisons, c'est tout le paquet de renforcement dont nous avons bénéficié, mes collègues et moi, de CARE, qui ont fait de nous aujourd'hui, qui ont fait de moi l'homme que je suis. Avec des agents dévoués et expérimentés, CARE International a réalisé plusieurs actions de développement au profit des populations rurales. Fort de ce capital d'expérience, CARE International continue encore là où d'autres organisations s'arrêtent. Longue vie à CARE International. Autre aspect de ce journal, après 2 mois de cours, tout se déroule normalement au niveau des établissements scolaires publics comme privés et à tous les niveaux d'études. Le constat est signé Halimatou Abdou et Imran Maïga. Tout se déroule normalement dans toutes les écoles. Depuis la rentrée scolaire, professeurs et élèves sont présents. Toutes les conditions sont également prises pour assurer le bon fonctionnement des cours. Dans les écoles publiques, du primaire en passant par le collège jusqu'au lycée, le taux d'exécution avoisine les 20% malgré quelques débrayages observés ces derniers jours. Les cours au lycée Kassé se déroulent normalement. Après donc 2 mois et demi, comme vous avez dit, de cours, l'ambiance est bonne enfant. Les professeurs sont concentrés sur leur travail et l'ambiance est vraiment au travail. L'ambiance est vraiment au travail. Il y a une accalmie. Certes, de par le passé, il y a à peu près 20 jours, nous avons connu quelques perturbations qui ne sont pas liées, qui ne sont pas des problèmes du lycée Kassé. C'est des problèmes inhérents à l'école, j'allais dire à la section lycée et collège. J'ai espionné les cahiers de textes et j'ai constaté que presque tout le monde est sur le 4e chapitre. Or, le programme compte à peu près 17 à 21 chapitres. Donc, on peut dire que nous sommes à 20% du programme. Nous sommes à 20% du programme. Et dans certaines matières, comme le français, nous avons dépassé de loin les 20%. Les cours se déroulent normalement. Il y a une atmosphère très agréable dans la cour et dans les salles de classe, ce qui, bien sûr, facilitera le travail par les enseignants. De ce déroulement, je dis que tout va très bien dans la mesure où, en tout cas, nous avons sérieusement avancé dans l'exécution des programmes parce qu'à l'heure actuelle, il y a des disciplines où ils sont à peu près à 50% du taux d'exécution du programme. Le programme est un peu avancé puisque nous sommes à peu près à 30% du programme. Nous avons déjà fini la première composition la semaine passée. Nous pouvons dire que toutes les conditions sont réunies. Nous avons assez de matériel, de fournitures. Nous avons le nombre d'enseignants souhaités et nos élèves sont tous là. S'agissant des établissements privés, le taux d'exécution du programme est à 40%. Les cours se passent régulièrement. La discipline, l'assiduité, ils sont de rendez-vous. Les devoirs sont organisés continuellement. En tout cas, et Dieu merci, tout se passe bien ici au CESPEL Maïsco. En ce qui concerne le corps professoral, on n'a pas de difficulté. Toute l'équipe est en place, tous les enseignants sont là. On n'a pas de difficulté au niveau des enseignants. Nous sommes déjà à 40% du taux d'exécution des cours parce qu'ici, vraiment, on n'a pas connu jusqu'à présent de perturbations et tout se passe bien. Apparemment, il n'y a aucun problème. Sinon, l'exécution du programme, nous sommes à 38 à 40%. On n'a jamais interrompu les cours, donc tout va normalement comme nous le souhaitons. Il n'y a pas de problème, les enseignants sont là, tout le monde est là et les élèves sans problème. Vraiment, dans l'ensemble, vraiment on remercie Dieu, tout va bien normalement. Bah ouais. Si cette tendance est maintenue, l'année scolaire 2014-2015 sera apaisée et réussie. Les résultats des différents examens de fin d'année seront alors satisfaisants.
La direction départementale des enseignements secondaires de Madarumfa a organisé le week-end dernier une grande cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves du département. Alzuma Seyni-Soumela y était, voici son compte rendu. Encourager les élèves, filles et garçons du département de Madarumfa dans leurs études scolaires en suscitant l'émulation. C'est l'objectif assigné à cette cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves organisée par la direction départementale des enseignements secondaires de Madarumfa dans les locaux du collège d'enseignement secondaire de la ville de Madarumfa. Nous avons opté, entre autres, de récompenser le mérite afin d'inciter les élèves au travail, d'encourager les parents à plus de suivi et de soutenir les partenaires pour plus d'appui. En somme, tous les acteurs de l'éducation pour booster le développement du système à travers les journées d'excellence scolaire départementale et communale. C'est en effet pour cette raison que la présente cérémonie est organisée, au cours de laquelle plusieurs prix et témoignages officiels de satisfaction seront remis aux heureux récipiendaires. Au total, outre les 3 grands prix d'excellence, sans récompense aux meilleurs élèves départementaux et communaux, 10 témoignages officiels de satisfaction et 3 prix spéciaux d'encouragement sont programmés pour l'ensemble des journées d'excellence départementale et communale. Ainsi, il sera distribué 3 ordinateurs portables de marque Toshiba, 16 sacs d'écoliers, 80 tissus de pantalons, 80 tissus pour chemise, 20 pièces d'attafade à 3 pailles, 24 cartons de savon Labibel, 33 annales disciplinaires de 3e, 24 romans africains, 12 dictionnaires Larousse de poche et 5 calculatrices non programmables pour un montant global d'environ 2 078 000 francs. Aussi, une somme de 790 000 sera partagée entre 103 élèves méritants. Pour la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, il sera décerné au niveau départemental en général 3 prix spéciaux d'encouragement à 3 élèves coraniques, 3 grands prix d'excellence à 3 élèves admis au bac et au BEPC, 12 récompenses aux meilleurs élèves du premier cycle, 16 récompenses aux meilleurs élèves du second cycle. Pour la commune urbaine de Madarumfa, qui est la commune haute, nous avons décidé de jumeler la cérémonie en même temps que celle du niveau départemental. À cet effet, 12 récompenses seront attribuées aux meilleurs élèves, tous cycles confondus. Ces cadeaux multiples et multiformes vont encourager les enfants du département de Madarumfa à travailler sérieusement pour aller loin dans leurs études scolaires. Point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.